Luc, une drôle d'inversion s'est produite dans mon univers et donc dans le tien hier. Inversion entre le Canada et les États-Unis. On avait les chiffres de la croissance au deuxième trimestre et les États-Unis ont dévoilé des chiffres un peu déprimants, là, en fait, à la lumière du chauvinisme parfois des Américains. On est passé de projection de croissance pour l'année de 2,2% à 1,5%. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même une lourde baisse. Et inversement, le Canada a aussi dévoilé des chiffres, eux, en forte hausse à 3,4% de croissance du PIB. Je me rappelle plus la dernière fois qu'on a projeté de la croissance canadienne plus rapide que de la croissance américaine. Comment tu vois ça de ton point de vue? Ben écoute, je le vois, l'angle économique, quand nous discutons tous les deux, je te laisse toujours prendre cet angle-là et j'attends tes commentaires. Mais quand je regarde l'angle politique, nous sommes maintenant à la fin juillet, le mois d'août est à nos portes. Les élections de mi-mandat, donc, se rapprochent encore à vitesse grand V cette fois. Et ça devient de plus en plus difficile de vendre le narratif de Donald Trump, l'homme d'affaires à succès, la vedette de télé-réalité entre les mains de qui vous souhaitiez remettre l'économie. Ce n'est déjà plus le cas dans les sondages depuis quelques mois. On a déchanté et Donald Trump a droit au traitement maintenant auquel Biden a eu droit en fin de mandat et qui a bien sûr plombé aussi partiellement. Il y avait d'autres éléments, mais la campagne de Kamala Harris. Donc, ça devient difficile pour les républicains et pour le président, même si le président n'a pas son mot à dire dans tout ça et qu'il y a des facteurs, bien entendu, qui lui échappent, comme ils échappent à tous les présidents. Ce que je vois, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Américains. Et par extension, ça vient ajouter à un tableau qui est plus sombre pour les républicains à l'approche des élections. C'est quand même effectivement un enjeu. Puis d'ailleurs, il y avait des sondages qui montraient que sur l'économie, c'était peut-être la chose qui rapprochait les deux partis, mais sur pratiquement toutes les autres dimensions, actuellement, les démocrates mènent dans la perception de compétences. Je rappelle que ce n'est que perception, mais c'est quand même une inversion assez particulière de voir que même sur l'économie, les républicains sont pratiquement à égalité avec les démocrates actuels. Ouais. Non, écoute, c'est un changement majeur et il faudra surveiller le déroulement de l'élection. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Et de l'autre côté, la capacité des démocrates à s'auto-pelure, de bananiser, donc, aurait dit un ancien premier ministre chez nous. Mais faut voir ça parce qu'il y a encore des divisions. Ils ne s'entendent pas sur un message, au moins un ou quelques angles de messages communs. Ils misent au moment où on se parle essentiellement sur l'impopularité des républicains de Donald Trump. Parfois, ça suffit aux élections de mi-mandat. Les stratèges démocrates espèrent plus et ils espèrent mieux. Puis d'ailleurs, un autre point que tu me faisais plus tôt aujourd'hui, Luc, il y a une élection là, au Michigan pour choisir le candidat qui va représenter les démocrates. Puis effectivement, l'establishment démocrate est un peu en mode panique parce que c'est le progressiste, pour ne pas dire socialiste, là, qui est en tête actuellement. Puis là-dessus, bon, je veux pas me prononcer sur le fond, mais des fois, les socialistes ne sont pas perçus comme étant les meilleurs gestionnaires de l'économie non plus. Ben écoute, c'est l'impression qu'on a. On parle toujours de perception et de sondage. Il est clair que les progressistes ont le vent dans les voiles. On l'a vu jusqu'à maintenant, toi et moi, quand on l'a commenté, c'était toujours dans des États déjà acquis aux démocrates. Donc, on soit un peu plus à gauche, dans un État gagné aux démocrates ou acquis aux démocrates, les stratèges étaient vigilants. Passe toujours, c'est ça. Voilà. Mais là, le Michigan, vous êtes en plein swing state, dans un État pivot. On est là, vraiment sur le mur, ou sur la muraille. Va-t-on tomber du côté républicain et démocrate? Et là, les démocrates voient le progressisme. Écoute, il arrive de nulle part, Al-Sayed. On était 3 dans cette course-là au départ. Il était le dernier, loin derrière. Il y a eu un abandon. Il y a une modérée, Mme Stevens, qui est toujours dans la course. Et elle perd, au moment où on se parle, par 15 points. Et l'élection est mardi. Et là, les stratèges se disent, il y a une mobilisation très forte pour Al-Sayed. Et ça, on est content, républicains ou démocrates, quand il y a de la mobilisation, quand on fait sortir le vote, c'est important. Mais en même temps, quand on va être confronté de l'autre côté au Parti républicain, est-ce que quelqu'un de progressiste, d'aussi progressiste qu'Al-Sayed, et quelqu'un qui n'a pas hésité à utiliser le terme génocide pour ce qu'Israël a fait à Gaza, écoute, le lobby juif intervient puis tente de peser très lourd dans la balance, mais il va beaucoup plus loin que ce que les dirigeants du Parti démocrate espéraient.
Est-ce que c'est assez fort, la vague de progressistes et de progressistes socialistes, pour s'imposer même dans un swing state? C'est là où je pense que mardi, en tout cas, c'est sûr, tu me diras, c'est mon travail et je suis un passionné, mais mardi, je vais être dans mon écran à surveiller les résultats et pourtant, ce ne sont que des primaires. Ce n'est pas encore la véritable élection, mais il y a beaucoup qui se jouent pour les démocrates et pour les socialistes parce que l'étiquette, ils la revendiquent. C'est souvent, autant dans la droite que dans la gauche, ce qui plaît à la base du parti n'est pas nécessairement garant d'une victoire à l'élection générale. Hein. Il faut trouver idéalement un candidat qui plaise à la droite, à la gauche, mais aussi qui va rallier une partie des indépendants dans les cas de ces espèces de swing states, comme tu les nommes. Je voulais t'entendre la quantité d'argent investi, je vais appeler ça un investissement, par les milliardaires dans les courses, les différentes courses électorales à tous les niveaux, à tous les moments de la démocratie américaine, est en explosion. Je ne vais pas montrer nécessairement le tableau à l'écran, mais c'est comme ça part de rien, puis on est rendu là avec des chiffres qui sont complètement astronomiques. Et sur une très courte période de temps. Sur une très courte période, c'est quand même, je ne sais pas si c'est inquiétant, mais surprenant, pouvait-on dire? Je ne dirais pas surprenant, je dirais inquiétant. Et je m'explique, parce que le phénomène, moi, bien sûr, je le documente ou je le vois aux États-Unis, mais c'est un phénomène qu'on voit dans l'ensemble des démocraties occidentales. Il y a de plus en plus ces rapprochements entre le pouvoir politique et ce qu'on appelle parfois, c'est l'expression commode, les géants de la tech ou les géants de l'intelligence artificielle. Et il y a donc une concentration de pouvoir économique et de pouvoir politique. Ça a toujours été le cas aux États-Unis. Là, on ne découvre pas quelque chose. C'est l'ampleur du phénomène, l'importance, la croissance du phénomène qu'il faut faire remarquer. Et comme prof d'histoire, j'ai longtemps enseigné que le système américain était déjà plombé par le rôle ou l'importance de l'argent. Pas que je n'aime pas l'argent, pas que je sois contre l'enrichissement. L'idée, bien entendu, j'en veux comme tout le monde et je vais en prendre en supplémentaire. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est est-ce que le système demeure représentatif? Et ça me rappelle, hélas, le 19e siècle. La révolution industrielle, c'est la croissance des États-Unis, mais également, fin 19e, début 20e, des inégalités et une concentration très forte du pouvoir politique et économique qui avait entraîné d'ailleurs la naissance du mouvement progressiste qui a été récupéré à l'époque par les républicains. C'est toujours étonnant quand on fait le parcours et l'évolution des deux formations politiques aux États-Unis, mais retenez donc qu'il y a cet écart croissant et cette concentration du pouvoir. Et c'était le cas avant, sous Biden, c'est encore plus évident sous Trump. Mais ça devrait normalement aller pour les Américains et pour nous, au-delà de la partisanerie politique. C'est l'importance, la concentration du pouvoir et l'importance de l'argent qui font qu'on contribue ainsi à atténuer la portée ou la vitalité de notre démocratie. Et évidemment, toujours avec la question des conflits d'intérêts ou apparence de conflits d'intérêts quand des législateurs viennent choisir une voie ou une autre en matière de commerce international, en matière de politique intérieure. Évidemment, tout ça est dommage, mais en même temps américain. Donc, on peut souhaiter d'observer ce qui se passe au-dessus de la frontière et ne pas reproduire cette erreur en matière de financement politique. Luc, je suis heureux d'apprendre que tu n'as fait ni vœu de pauvreté, ni renonciation aux biens matériels. Ça me fait chaud au cœur quand même. Merci, bon ami. On se retrouve lundi sans faute. Écoute, si on a le temps, on en reparle de conflits d'intérêts avec la FIFA. C'est un sujet qu'on a lu tous les deux aujourd'hui. Ce sera certainement dans nos pensées et on y reviendra certainement la semaine prochaine. Merci. Salut.